Cette semaine, dans le balado, on combat l'intelligence artificielle, on remet en question notre couple et on auto-sabotage notre vie. Bienvenue à mon ciné balado en compagnie de Patrick Marleau et Jean-François Breton. Salut Jeff! Salut, salut! Alors, c'est le début aux États-Unis du fameux Memorial Weekend, oui, où on lance les gros canons, le début de cette saison estivale. Il y a toujours un film famille. Évidemment, parce que c'est un long congé. Et là, ben, on assiste finalement à cette peut-être dernière mission d'Ethan Hunt. Oui, voilà. On verra bien. Avant de jaser tout ça, petit tour d'actualité de la semaine. Je me lance. Oui, vas-y. Ben, saluons un beau prix que Théodore Pellerin a reçu à Cannes parce que le festival bat son plein cette semaine. Ben là, il est terminé. C'est aujourd'hui que ça se termine ou dimanche? Je sais pas. Ben, s'il y a des remises de prix, ben, c'est un prix en marge. Okay. Donc, ce n'est pas dans le festival principal, mais plutôt la semaine de la critique qui, elle, a dû se terminer si on a décerné des prix. Alors, il a reçu le prix de la révélation pour le film Nino, un film français de Pauline Locès, où il joue un jeune qui apprend qu'il est atteint d'un cancer et il va errer 3 jours dans Paris, le temps d'absorber cette information choc et rencontrer différentes personnes. Okay. Donc, fait que bravo. Encore un autre beau prix qui se distingue pour Pellerin. J'ai vu ça passer hier, puis j'ai oublié de faire mes recherches. Mais il me semble que le film est déjà... acheté. Oui, c'est K-Film Amérique. Oui, effectivement. Donc, j'imagine sortie à l'automne. Probablement. Ouais. Là. Donc, fait que ça va sûrement continuer à ouvrir d'autres portes à l'international pour Théodore Pellerin. Ouais, lui qui avait joué un peu aux États-Unis dans des séries télé, des choses comme ça. Ouais. Puis même quelques films indépendants américains aussi. Là. Fait que... très achalandé très en demande plutôt pour notre Théodore Pellerin. Sinon, les échos de Cannes, je pense que ça va te faire plaisir parce qu'évidemment, on suit à chaque jour l'audiomètre de la plus longue ovation qui généralement donne... Est-ce que tu dis ça parce que je suis au podcast que j'ai dit que je trouvais ça vraiment ridicule? Mais pas d'ovationner un film pis tout, bravo, mais c'est comme... Que ça soit trop long. Moi, plus que 5 minutes, là, il faut que ça soit genre Steven Spielberg, là, tu sais. Fait que là, à un moment donné, c'est comme 17, 19, 20. Il y en a pas un qui a pogné 30 minutes, c'est ça que tu vas me dire? Ou plus de 20? Pas autant, là. On est dans le 15 minutes cette année. Mais c'est comme... À un moment donné, c'est un effet d'entraînement, puis tout le monde doit trouver ça ridicule, mais ça continue. Puis là, c'est comme... C'est quoi le film? C'est Dangerous Animals? Non, c'est Sentimental Value, le nouveau Joachim Trier. OK, oui. Bon. Donc, qui prendrait la pole position peut-être pour la Palme d'Or, ou en tout cas bien positionné pour recevoir des prix. Peut-être qu'au moment où vous écoutez, c'est déjà donné. Ouais, c'est ça. Je sais pas si c'est aujourd'hui ou dimanche. Fait que bref, à suivre. Donc, il va renouer avec sa comédienne fétiche Renate Reinsve. Il y a aussi Stellan Skarsgård et Elle Fanning, qui joue une actrice américaine dans le film. Donc, bien de découvrir ça. J'ai très hâte de voir. C'est juste comme on dit, c'est pas qu'on ovationne ou qu'on soit content ou qu'on salue les films. Le Festival de Cannes sert à ça. Tous les festivals de films servent à ça. Mais c'est ça, des ovations de plus que se rendre et le montrer chaleureusement, je trouve ça juste bizarre. Et que veux-tu? C'est la coutume cannoise. Du côté de Disney, des grosses annonces cette semaine. Et pour les fans de Marvels, vous allez peut-être être déçus un petit peu alors qu'on a repoussé de 6 mois les 2 Avengers. Ça veut dire qu'ils vont sortir dans le temps des fêtes? En décembre. Donc, Doomsday, au lieu du 1er mai, sera le 18 décembre 2026. Et Secret Wars, au lieu du 7 mai 2027, ce sera le 17 décembre 2027. Okay. Mais on n'avait pas annoncé d'autres films la semaine dernière, peut-être pas de Disney ou de Marvel, mais d'autres films qui sortaient dans le temps des fêtes. Fait que là, ça va venir faire compétition. En 2026... Je crois que c'était 26, c'était The Hunt for Gollum. OK, ouais, c'est ça. Donc, ils vont venir compétitionner directement ce gros morceau-là. Bon. Mais ça va être la première fois qu'ils sortent vraiment à Noël. Il y avait, historiquement, quand Marvel faisait 5 films par année, il y en avait souvent un en novembre. Oui, tu avais le Thanksgiving américain. C'est ça, fait qu'ils gardaient de l'écran, mais c'était plus une nouveauté, là, les sortir le 15 puis le 17 Le décembre. seul, en fait, et c'est plus un Sony, c'est le Spider-Man, le dernier Spider-Man No Way Home. Oui, c'est vrai, Alors, on n'a pas donné de raison tant que ça, autre que, je pense que c'est les défis, que c'est les plus gros films qu'ils ont fait. C'est ce que Disney, qu'ils sont en train de produire. Donc, est-ce qu'ils veulent vraiment prendre leur temps pour
peaufiner surtout les effets visuels qu'on sait qui ont été critiqués un peu dans certaines de leurs dernières productions. Donc, à voir. Ce qui fait que, dans le fond, après le Fantastic Four de cet été, le prochain sera que 18 mois. Spider-Man. Non, ça, il va avoir le Spider-Man en 2026, juillet 2026. Puis après en décembre. Puis après le Avengers. Donc, ou est-ce que c'est fait peut-être aussi pour réécrire un peu la timeline? On ne sait pas. S'il tombe à 1 ou 2 films par année, c'est plus logique que là, il en sortait un en mai puis l'autre en juillet. Ouais. Je pense que ce n'est que de courte durée. En même temps, c'est peut-être un reset là, pour essayer de replacer un peu les chiquets, mais selon leur nouveau calendrier, 2028, ils retomberaient à 3 productions. OK. Fait que c'est juste ces 2 années-là. Avengers, le temps qu'il ait aligné les choses et tout. Fait que bref, mais donc on a annoncé le film qui prendra la place d'Avengers Doomsday le 1er mai. Ça peut-être pas autant de... Freaky Friday 3. On n'est pas loin. C'est Devil's Wears Prada 2. Bon. Quand même. Mais qui était quand même un film qui a eu un gros succès. Oui. Je pense un des plus gros succès commerciaux de Meryl Streep, d'ailleurs. OK. En termes de box-office. Faudrait vérifier. T'avais quand même Anne Hathaway, Emily Blunt. C'était quand même un gros casting. Oui, donc, tout à fait. Emily Blunt est rendue beaucoup plus connue que elle était ça. pratiquement à ses débuts. Là. Donc, l'histoire va tourner alentour plus des personnages de Streep et de Blunt. Pour l'instant, il semble qu'Anne Hathaway ne fait pas partie de l'histoire, ou peut-être qu'on va avoir une petite apparition. Mais tu sais, écoute, j'ai rien contre le premier film. C'est un gros succès, c'est sympathique, c'est arrivé au bon moment et tout, parfait. Mais c'est plus... Je crois pas vraiment à des suites de ces affaires-là. Écoute. Je crois plus, mettons, à une suite de Freaky Friday là, qui font cet été, parce que là, c'est juste, on va remettre la même formule, mais un peu plus tard, ça a toujours été fait, ce genre de suite-là. Là. On attend 10 ans, on le refait, là, c'est plus les adultes. Tu sais, chérie, j'ai réduit les enfants, j'ai grossi le bébé, j'ai réduit les parents, c'est correct, là, tu prends ton concept, tu le déplaces ou tu le refais juste plus tard. Mais là, c'est comme, OK, là, il y avait la nouvelle stagiaire qui devenait conceptrice, l'autre qui était full méchante, puis la secrétaire aussi qui était quand même bitch, puis là, qu'est-ce que ça va être quoi la suite? Là? La prémisse a un certain potentiel, honnêtement, narratif, parce que là, on va suivre donc le personnage de Streep, justement, qui était en tête d'une espèce de Vogue American Magazine, mais connaissant la difficulté... C'était pas une maison de couture. Et connaissant les difficultés des magazines, de l'industrie aujourd'hui, donc on va parler de ça, où là, finalement, elle ressent beaucoup de pression financière de garder rentable ce magazine-là. Et Emily Blunt, son personnage, finalement, elle a connu le succès dans une autre branche. Là. Je pense qu'elle est à la tête d'une agence de placement publicitaire ou quelque chose comme ça. Ils vont se remettre à travailler ensemble. Meryl Streep va avoir besoin, je pense, de l'argent d'Emily Blunt et tout ça. Fait que, bref, c'est peut-être intéressant. Ça fait un peu cruel, là, le prequel ou le spin-off de le méchant qui est pas si méchant que finalement... On verra bien, mais je pense que ça va avoir son public. Sinon, Disney a aussi mentionné qu'on faisait une ressortie de Avatar 2 en cinéma, comme on avait fait pour le premier, lorsque le 2 s'apprêtait à sortir Oui, mais il l'avait fait en septembre avant que l'autre sorte en décembre. C'est ça. Là, ça va être en octobre. Okay. Donc, le 3 octobre, Avatar 2. Mais octobre 2020. Ah non, c'est vrai, ça sort là. Cette année, 5. oui. 25. Oui, 25, oui, excuse-moi. Okay, dans quelques mois. Okay. Tout à fait. Parce que le nouveau s'en vient pour Noël. Ouais, moi, je dois avouer. Non, c'est pas un gros aveu, mais quand il avait ressorti le 1, j'étais retourné le voir. Ça faisait comme 10 ans. Oui. Mais là, j'ai aucun intérêt à le voir. Non, c'est sûr que ça n'a plus le même impact. Alors quelqu'un qui l'aurait manqué ou quoi que ce soit, mais tu sais, c'est pas des films qui finissent à suivre sur un cliffhanger. Là. Ils ont une forme de finalité. Puis... Comme tu dis, l'intérêt du premier, c'est que ça faisait longtemps qu'il était passé au cinéma, fait que ça permettait à une nouvelle génération de l'expérimenter pour la première fois sur le grand écran. Mais bref, pour les fans finis d'Avatar, parce qu'il y en a, parce que vu le succès du deuxième film, qui a été surprenant quand même, je pense. 2 milliards, c'est ça, c'est immense. J'ai l'impression, par contre, tu sais, le 1 a tellement été un gros hit qu'il a tout pété, que là, quand le 2 est arrivé, les salles de cinéma se sont dit, il faut faire de la place, ça va être le gros événement. Fait que, on peut pas dire que ça a été petit, ça a été quand même gros, mais ce qu'on a compris, c'est qu'il y a quand même de la place pour autre chose. Sur le marché, la plupart, tous les autres films s'est tassé, tout le monde a eu peur d'Avatar. Puis c'est comme, oui, mais la plupart ne le voient pas 4 fois. Puis dans le temps des fêtes, beaucoup de gens viennent plus d'une fois au cinéma. Là. Ouais. Pour ça qu'il peut y avoir une offre diversifiée tant que c'est de la contre-programmation. Là, c'est sûr que tu ne sortirais pas un autre film, justement, là, un Freaky Friday en même temps. Là, tu te nuis vraiment au niveau de l'aventure comédie familiale. Là.
Fait que je pense que cette année, quand ça va sortir, les autres films, les autres distributeurs vont moins laisser le chemin libre. Là. Je pense que tout le monde va placer des films. Et que l'Avatar 3 peut encore faire 2 milliards, mais peut-être qu'il sera plus dans comme 6 salles de cinéma, 6 écrans par complexe. Là. Je pense que la contre-programmation, c'est le film tiré d'un roman de Colleen Hoover. Donc, américaine, mais il n'y a pas... en fait, ce qu'on va voir, c'est peut-être aussi les films de Thanksgiving, tous ces trucs-là qui vont peut-être garder plus de temps d'écran pendant le temps des fêtes, versus là, il y en a beaucoup qu'on avait dû retirer un peu prématurément pour faire la place. C'est sûr que si l'Avatar dure encore 2h45, c'est dur en programmation, il joue moins par jour, fait que là, il faut que tu donnes plus de projections. Ça serait étonnant qu'il dure 2 heures. Tu sais, mettons qu'il dure 2h20, on est plus dans un cours long, là, mettons. Je pense qu'il va être plus près du 3 heures, j'ai l'impression. Là. Parce que là, il va aller dans le monde de la lave, là, c'est ça, là, sur leur... parce que c'est Fire and Ash, fait qu'ils vont aller dans le feu. L'environnement de feu. Très Pokémon. Puis, fait que ça va peut-être être encore ça. Là. Première heure, exploration de cet univers-là, de ce nouveau peuple ou quoi que ce soit. Puis là, après, l'histoire, puis préservation du monde animal. À quand... sort la première pré-bande-annonce. C'était avec Fantastic Four. Ça pourrait être là. Pour l'instant, on n'a rien. Là, il y a c'est ça, Lilo et Stitch, il n'y a rien qui est sorti. Puis en plus, ça serait dans les dates un peu du Comic-Con américain. À San Diego aussi, le gros Comic-Con qui est fin juillet. Fait que... Exact. Puis tu sais, Tron Ares qui est en octobre, c'est trop tard. C'est sûr qu'il la bande-annonce va jouer devant, peut-être la 2e ou la 3e, là, mais t'as raison. Je l'oubliais, puis c'est surprenant qu'il n'y ait pas déjà quelque chose. Mais c'est par rapport à Disney. Fait que le prochain gros Disney, oui, c'est ça. C'est les 4 Fantastiques. Y a-t-il autre chose avant? Non. Non, pas dans ce créneau-là. Sinon, c'est Fox. Là, c'est Disney Fox. Ouais. Là, c'est quand même cette bannière-là. Ils ont tué le Prédateur à la fin de l'été. J'ai un blanc. Mais ça n'a pas l'impact, je pense que... Non, à un moment donné, c'est qu'ils demandent de le placer sur tous leurs films. Là. Mais je pense qu'ils veulent créer un petit buzz avec Fantastic Four, Avatar. T'as raison. Je pense que ça va être ça. Mais je serais pas surpris qu'ils sortent un petit peu avant. Qu'ils essaient de placer sur Jurassic World ou quelque chose de même. C'est sûr que c'est pas à eux. Fait que là, t'es moins obligé en tant que cinéma de le présenter. Mais... ils sortent quand même 3 semaines avant. Peut-être qu'ils ont avantage avec la fin de semaine du 4 juillet. À le mettre plus tôt que tard, ouais. À suivre. Donc, voilà pour... Mais, ouais, en terminant... Au lieu d'un Deadpool, un pool de quelle date va sortir les premières images, la première bande-annonce teaser. Là. Juste terminons sur cette fin de semaine. On l'a annoncé d'entrée de jeu qu'on est le Memorial Weekend américain. Et les pronostics annoncent probablement un nouveau record en termes de box-office. Ben là, Mission Impossible plus Lilo et Stitch, là, c'est 2 gros films pour chacun leur public. Là. Écoute, on estime Lilo et Stitch entre 150 et 175 millions dans cette fourche-là. Ça, je pense que c'est même sur le 3 jours. Hein. Ça se peut-tu... en tout cas, c'est que ça dépend, là, mais moi, j'avais vu sur 3 jours, 160, sur 4 jours, 175. Ça. Et Mission Impossible, lui, pourrait faire un 175 à 85 millions, ce qui serait un record pour la franchise. C'était Rogue One qui détient... Fallout, excuse-moi, qui détient le record à 61 millions. Donc, ça s'annonce bien. Et, parce que le précédent, on y viendra, était sorti en juillet. Puis je pense qu'au moment où il était sorti, il y avait plus de compétition sur le marché. Il y avait Indiana Jones, il y avait plein d'affaires. C'était le phénomène Barbenheimer qui débutait 2 semaines après, je pense. Oui, puis il était pas content, il avait perdu des écrans d'IMAX. C'est pour ça qu'il avait sorti le film le mercredi, finalement. Comme ça lui donnait 2 week-ends. Ah non, pas 2 week-ends, mais... En tout cas, une couple de jours de plus, 10 jours au lieu de 7, là, même, là. Effectivement. C'est une entente qu'IMAX avait avec Nolan de présenter Oppenheimer sur leurs écrans. Donc, le record à battre, c'est de 2013. Box-office combiné total de tous les films, c'était 306 millions. Pour le week-end. Donc, mené par les Fast and Furious 6. Ouais, qui était l'âge d'or de Fast and Furious. Hangover 3. Et Star Trek Into Darkness, qui étaient les 3 gros films. OK. Puis c'était le Star Trek 3, ça? C'était le 2. C'était le 2, avec Khan? Avec Khan. Donc, 306 millions à battre. Alors, c'est très probable, parce que Final Destination aussi devrait avoir un autre 40 comme faut. Pas loin. Donc, Friendship, 15-20 millions. Non.
Donc, on double ce week-end Mission Stitchable, qui est le nouveau mash-up. Lilo et Nathan. Alors, adopte un Ethan. Alors, voilà, bonne annonce. Une qui me donne vraiment le goût de voir le film. Good Vibes. Cuff Stealing, pris au piège au Québec, de Darren Aronofsky. Puis je pense qu'il va sur un genre qui n'a pas touché depuis très longtemps. J'aurais dit jamais. Parce que c'est un ancien joueur de baseball qui gère ou opère un bar, puis là, son ami un peu punk le met un peu dans le pétrin, puis il se retrouve avec de l'argent qui appartient pas, pogné entre les rabbins, puis d'autres mafieux qui lui courent après, puis c'est un peu au milieu d'une situation indésirable. Cet ancien joueur de balle est joué par Austin Butler, la nouvelle coqueluche et face qui est sur tout, qui était d'ailleurs à Cannes pour je sais plus quel autre film récemment. Je me rappelle plus non plus. Mais non, je suis mal. Non, il est pas dans non, c'est Pedro Pascal aussi qui est dans plein d'affaires. Mais en tout cas, il me semble qu'il est pour autre chose. Zoé Kravitz, Matt Smith, justement, qui joue son ami, Liv Schreiber, que j'aime toujours, Vincent D'Onofrio est là. En tout cas, gros casting de plein de faces connues et de caméos sympathiques. Mais partout, c'était décrit comme un thriller, un suspense, un peu criminel et tout. Puis là, t'écoutes la bande-annonce avec des Ramones, là. C'est Ramones, je suis go, puis je suis comme, ça, là, c'est très Guy Ritchie, là, tout ça, là. Premier Guy Ritchie, là, Snatch, Lock, Stock and Two Smoking. Fait qu'un peu comique. Humour. Recevoir des coups de poing d'en face. Oh man, j'étais en train de manger, pourquoi tu fais ça? Puis tu sais, comme, il y a de quoi d'un peu burlesque. Je l'avais vu, il est sorti il y a 2 jours peut-être. Je l'ai réécouté tantôt avant d'enregistrer, puis j'ai pensé Baby Driver aussi. Ce genre de Edgar Wright-là et tout. Fait que moi, je le vois plus comme une comédie criminelle que vraiment un suspense. Là, par le ton, effectivement, on est là-dedans. Puis, j'évoquais un peu, effectivement, Requiem for a Dream était plus dramatique, mais on était un peu comme même dans les bas-fonds de New York. Ouais, il y a ce côté-là. Crâne. C'est ça poliment. Mais tu sais, les rats, là, c'est-à-dire... Non, c'est vraiment pas poli, mais ce monde-là qui a comme des apparts comme ça, des apparts moches, puis tu vis une paye à la fois pratiquement, puis c'est pour ça que je veux dire un peu, les rats, c'est comme on les trouve pas beaux, mais finalement, c'est ça qui domine le monde sans qu'on s'en rende compte. Fait que c'est un peu ça, on dirait, là, t'as travaillé au bar de quartier, t'opères ça, tu fais ça, t'as déjà aspiré à, mais là, tu fais juste travailler pour ta croûte, puis... C'est des gens qui ne vivent pas le rêve américain. Non, c'est ça. Peut-être qu'ils nourrissent le rêve américain. Ouais, ça sort le 29 août, qui va être sûrement le week-end de Labor Day. Donc, parce que ça va donner 29-30 lundi, 1er septembre. Donc, cette année, la fête du travail, le 1er. Puis, je pense que ça va être très sympathique. On voit souvent ce genre de comédie, action plus... Des fois, c'est vraiment comédie d'action qui sort au mois d'août. On parlait la semaine dernière, Nobody 2, Moins que rien 2, sort le 15 août. On tombe souvent dans des films plus légers qui visent des week-ends de 20 millions pour un box-office total de 40, puis si c'est du feu, ça va faire 80, mettons, mais... Fait que, j'ai hâte quand même à ce truc-là, surtout qu'effectivement, Darren Aronofsky, de mémoire, a fait rien d'un peu funny, là. Non, effectivement. non, il est souvent dans le lourd et pesant. C'est ça, j'ai toujours pas vu Mother, mais je pense pas que c'est une comédie. Non, je confirme. Sinon, pour les familles, c'est ça, j'allais dire, la sortie de Lilo et Stitch, on n'arrêtait pas de guesser tantôt, il y a quelques minutes sur Avatar, qu'est-ce qui fit. Si Disney sort un film d'animation, ils veulent bien promouvoir le prochain, et cet automne, et qui devrait être encore à l'affiche dans le temps des fêtes et tout, je pense que ça sort pour Thanksgiving. C'est le attendu, ou peut-être qu'on n'attendait plus, Zootopie 2, donc le renard et le malin renard et la policière lièvre qui résoudait des crimes dans ce monde animalier-là. C'était très sympathique. Moi, j'avais vraiment aimé l'original. Oui, c'était vraiment un des bons. Je me souviens, à cette époque-là, qui était aussi... C'est à peu près là que ça m'a happé de genre, non, c'est pas juste des films pour enfants, il y a moyen avec... c'est du Pixar, ça aussi, là, de toucher... c'est pas Pixar, par exemple. C'est pas Pixar, non, okay. C'est ça Disney donne des gros Animation, succès Disney, à part Frozen, là, ça doit être dans leur gros, ça.
Alors, oui, très curieux de voir ça. Il a l'air d'avoir des nouveaux animaux, un serpent surtout qui est utilisé pour faire le 2. Puis la bande-annonce dit absolument rien. C'est juste on présente les personnages. Ouais, qui dansent. C'est quoi la toune? Je me souviens. Je sais même pas. Puis après moi, on dit c'est ça, Jason Bateman. Puis est-ce Kristen Bell qui fait la voix de la lapine? Non, la lapine n'est pas tant connue. Okay. C'est Jason Bateman qui fait le renard. Et le serpent, le nouveau personnage, c'est Kiwi Kwan pour la version originale anglaise, cool. là, quand même. Fait qu'à découvrir c'est ça. Fait que c'est eux qui fin dansent novembre. et qui se pourchassent animés. Ça dure genre 1 minute. Très teaser pour, s'il vous plaît, mettez ça devant tout. Vraiment, vraiment. OK. Fait qu'on s'attaque-tu Ben ouais, allons-y. Puis là, on va faire un peu exception à la règle. Oui. Parce que on va prendre une petite pause la semaine prochaine. Tu pars en vacances, te reposer. Mais c'est quand même une grosse semaine de films. Et nous, on a la chance d'en voir un à l'avance, mais pas le moindre parce que c'est un film québécois très attendu. Fait qu'on va en parler plus tôt cette semaine pour vous donner le goût, l'eau à la bouche d'aller voir ça. Donc, Deux femmes en or de Chloé Robichaud. Oui, on commence avec ça. Alors, c'est ça. Ça sort le 30 mai, mais je pense qu'il y a encore des premières qui circulent à travers le Québec. Hier, la première montréalaise. C'est ça. En fait, nous, à Québec, on l'a eu il y a même l'autre semaine d'avant. Puis nous, on avait eu accès au film en primeur et tout. C'est pour ça que l'épisode spécial avec les filles, dans le fond, avec Karine Gontier-Heinemann, Laurence Leboeuf et Chloé Robichaud, est déjà en ligne sur là où vous écoutez le balado. Bref, il n'y a pas de spoiler dans l'épisode. Vous pouvez sauter sur cet épisode ultra plaisant à faire. Vraiment. Puis on a abordé quand même des sujets assez sérieux. J'ai trouvé game aussi. Parler quand même de la place de la nudité et tout ça, là, qui est quand même au cœur du film. De l'arrivée de la quarantaine pour la plupart. C'est ça. Ben, en fait, on va se bomber le torse un peu. C'est ça, les filles nous ont dit après hors micro, c'est vraiment le fun. On est allé vraiment ailleurs, surtout qu'ils sont en grosse marathon d'entrevues et tout. J'ai dit, yeah, la force du podcast, une demi-heure de questions saugrenues. Bref, c'est quoi ça, Deux femmes en or? Ça me dit quelque chose. Il me semble que c'est un vieux film. Bien sûr. C'est un film culte des années de 70 pile, ça se c'est ça, de Claude Fournier et j'oublie toujours coécrit avec une madame dont le nom m'échappe. Raymond, quelque chose de Raymond, je pense. Mais bref, on s'excuse. Puis qui avait marqué l'époque parce que c'était les premiers. Oui, ils avaient choqué. Premier film québécois avec beaucoup de nudité. Ouais. Contrairement à Valérie l'Initiation, là, Deux femmes en or de plus dans le burlesque, une comédie, mais le prétexte c'était pour montrer des seins à l'écran. Puis c'était pas... On l'appelait quand même comédie érotique, mais oui, c'est beaucoup de seins et de... Tu sais, on comprend qu'il y a des scènes de sexualité parce que ça parle de sexualité, mais c'est pas un film porno. C'est pas du soft porn, là. Il y a pas vraiment de scène de sexe qu'on voit filmer ou quoi que ce soit, là, c'est pas Emmanuel. Là. Non, vraiment pas. Mais fait que le film avait choqué les mœurs et tout. Ça avait pas été un succès du tout là, quand c'est sorti. Puis plus tard, c'est devenu culte et maintenant, c'est beaucoup enseigné au cinéma. Ben, c'est vu dans les cours de cinéma parce que ça fait partie de ce pan-là qui faisait partie de la révolution tranquille, finalement. C'est un peu ça, notre révolution. Au lieu d'aller se battre puis de faire exploser des chars, ben, on a cassé la culture, sorti l'église des affaires, parler plus ouvertement de la sexualité, le droit de vote aux femmes, tout ça qui a pris du temps à arriver. Là. Fait que ce mouvement-là, comme tu dis, qu'il y a la pomme, la queue et les pépins, puis Valérie, puis l'initiation, puis tout, ben, ça fait partie de ce cheminement. C'est un peu la crise d'adolescence là, pour finalement s'émanciper. Et donc, la scénariste Catherine Léger, il y a quelques années, elle a adapté ce film-là en pièce de théâtre. J'ai 100% oublié de vérifier qui jouait dans la pièce de théâtre. Je ne sais pas si... En tout cas, c'est pas si grave, mais en tout cas, c'est pas l'équipe du film. Et Chloé Robichaud, donc la scénariste originaire de la Ville de Québec d'ailleurs, comme pour son 4e long métrage, après Sarah préfère la course, Pays et même Les Jours heureux, c'était en 2023, il y a très, très récemment. Elle avait fait de la télé entre-temps. Donc, elle s'attaque à ce film-là pour en faire une comédie grand public. C'est quand même 13 ans et plus, mais on n'est plus dans l'érotisme, on est dans une comédie actuelle au goût du jour. Qu'est-ce qui se passe? Ça, c'est la mise en contexte. Qu'est-ce qui se passe? On suit 2 femmes, principalement, Violette et Florence, qui sont des voisines de complexes d'habitation, de condos, mais pas des amies à la base. Elles vont juste se rencontrer sur un genre de malentendu puis commencer à passer plus de temps ensemble. Je ne veux pas les mêler. Violette, ça, c'est Laurence Leboeuf.
Oui, parce que Florence, c'est le nom du hamster. Fait que Violette, c'est Laurence Leboeuf. Elle est en congé de maternité avec sa jeune fille de quelques mois, là, genre 7-8 mois. Son chum, il est toujours parti sur la route pour sa job et sent un peu vide là-dedans et aussi, ils n'ont plus de sexualité, etc. Le complexe d'à côté, le logement d'à côté, c'est Florence, jouée par Karine Gontier-Heinemann, qui, elle, a avec son mari un enfant de 10 ans à peu près, puis aucune sexualité, est sur les antidépresseurs et même en arrêt de travail. Puis au même moment, dans le complexe de condo, on parle de mouvements plus verts, il y a un enjeu sur la serre, tous les résidents se chamaillent un peu. C'est l'hiver vers le printemps, là, à peu près. On doit être en février quand ça commence, puis on va aller jusqu'au printemps, l'ouverture des bourgeons. Fait que les deux femmes sont vraiment dans un peu un cul-de-sac, dans une impasse, et Florence va réaliser que par des infidélités, va un peu s'émanciper puis reconnecter avec elle-même. Et va un peu entraîner de ce fait Violette dans le même guet-apens. C'est pas une affaire, il n'y a pas de trucs homosexuels où les deux femmes vont coucher ensemble ou quoi que ce soit. Là. C'est juste chacun vive leurs affaires, mais elles s'en parlent un peu. Puis est-ce que ça va réellement aider leur couple ou va plus finir par créer des tensions de par ces mensonges-là? Puis il y a certains des conjoints qu'on va réaliser qu'eux aussi sont pas nécessairement fidèles. Fait que le film est un peu qu'est-ce que le couple en 2024-25? Qu'est-ce que la santé mentale, le bien-être? Est-ce que ça vaut la peine de faire tous des sacrifices au nom de la société ou on devrait plus vivre pour nous, pour notre bonheur quotidien? C'est pas non plus un film qui va dire la solution est les couples ouverts. Là. C'est pas ça. Là. Et on fait juste poser des questions puis suivre les tangentes de ces quelques personnages-là. L'autre particularité qu'on a repris du film original, c'est tous ces hommes qui vont graviter autour des femmes sont des hommes et des personnes de métier, donc des plombiers, des électriciens, des facteurs, des exterminateurs qui vont interagir autour d'elles. Et c'est tous des comédiens et beaucoup d'humoristes bien connus. On a Maxime Leflaguet, ils sont tous très beaux. Sam Breton, Arnaud Soli, Richardson Zéphyr, Catherine Levac. Claude Legault. Claude Legault. Fabien Cloutier, exactement. Fait que tout ça qui interagit autour d'elle est très sympathique. C'est pas un film qui se veut non plus bouffon, là. Fait qu'ils émettent pas... fais-moi un petit 2 minutes sur telle affaire. Là. C'est joué avec sérieux. Fait que là, je vais te passer un peu le micro, puis je vais reprendre la salive. Ben, parfait. Écoute, c'est un film pour lequel j'attendais beaucoup. J'espérais vraiment aimer ça. Et effectivement, moi, ça a été le coup. Ça a été un gros coup de cœur. C'est écrit avec brio par Catherine Léger, qui nous avait déjà donné Babysitter aussi, tant au théâtre qu'au cinéma. Elle a donné aussi, ça c'est plus comique, mais sinon, La déesse des mouches à feu était sur l'adaptation. La petite reine, qui était aussi avec Laurence Leboeuf. Puis Charlotte a du fun aussi. Fait qu'on n'est pas aussi décalé que Babysitter pouvait l'être, c'est beaucoup plus accessible. Mais on est quand même dans ces thématiques-là de femmes au foyer, puis de trouver sa place, puis de s'émanciper, tout ça, porté par les deux comédiennes. Karine et Laurence sont un match parfait, ils sont très bonnes, très audacieuses pour jouer ce genre de rôle-là quand même, faut saluer, parce que c'est un film quand même que la nudité, la sexualité est au cœur du film, mais ce n'est pas dérangeant, puis je trouve que ce n'est pas amené de manière non plus trop érotisante, où on exploite la femme. Là. Je trouve que tout est fait avec goût, honnêtement. Pour en savoir plus, notre épisode spécial, évidemment, on couvre ça avec les filles, mais pour résumer ce que Chloé expliquait, les deux filles se sont dit, le fait que ce soit Chloé, que ce soit Catherine Léger qui écrive, on a confiance. Là. C'est pas un projet de monsieur, ça va être nice. Fait que... Ils ne se sentaient pas exploités. Puis la nudité, c'est ça que j'avais pas réalisé totalement jusqu'à temps qu'elle nous l'explique, c'est que la nudité qu'on voit chez les femmes est principalement celle de leur quotidien. Quand elles sortent de la douche, quand leur regard face à elles-mêmes devant le miroir, ou soit quand ça va bien ou quand ça va mal. Mais finalement, quand il y a des scènes de sexualité, là, on les voit pas. Il y a pas... Mais les scènes de sexualité sont quand même très érotiques, même si la plupart du temps, les gens restent habillés.
Puis ça, c'est par le jeu de caméra, la direction photo de Sarah Michara, qui est comme une des tops au Québec, assurément. Fait que le mouvement de la caméra qui suggère des choses que finalement les personnages suggèrent par leurs yeux, par leurs désirs, par leurs paroles, mais pas par juste mets-toi tout nu puis prends-la par derrière. Ouais, comme ça, on va savoir que t'as envie d'elle. C'est comme non, il y a bien des façons de le montrer. Puis c'est un film qui normalise beaucoup de choses. C'est-à-dire que c'est pas des gars cotes huilés, épilés qui gravitent autour d'elle. Là. On l'a dit, c'est des Arnaud Soli, Sam Breton, du monde, Fabien Cloutier. T'sais. Comme je disais en blague, il y a Jay Dutemps aussi dans le film, puis il est un policier bien habillé en service. Il n'y a aucune histoire sexuelle autour de lui, puis c'est probablement celui qui est le stéréotype du plus beau, le musclé, qui fait 8 heures de sport par jour. Puis c'est pas lui qu'on râpe du fromage sur ses abdos, là. Fait qu'il y a même Claude Bégin aussi dans le film. Et tout. Fait que c'est plein de beaux hommes, mais à un moment donné, il y a des jeux de caméra sur comme l'épaule, la nuque, la barbe, le poil, des choses qui est comme... C'est beaucoup sur le désir. C'est ça, exactement. Mais le désir des corps. Pas des corps parfaits. Le corps parfait, c'est lui qui te plaît au final. Là. C'est lui qui t'attire. T'sais. Donc, fait que bravo à Chloé Robichaud vraiment de signer un film peut-être avec un sujet ou un ton qu'on s'y attendait pas trop. Mais, oui, c'est sûr que, comme tu dis, tout le monde était comme ça va être quoi cette bébête-là? Là, mais c'est bien réussi, honnêtement. Un film, je pense qu'il faut voir qui va amener à des discussions. Fait que si vous y allez en couple, attendez-vous peut-être à jaser, à discuter après la projection. Ben, ce qui n'est pas négatif en soi. Exact, c'est sur le bien-être et sur la sexualité, pas comme des pratiques sexuelles précises ou des affaires de même. Le film est, pour ça je dis qu'il est très accessible, mais ça reste un film 13 ans et plus qui parle d'adultes qui ont des vies ou pas de vie sexuelle. Là. C'est pas... peut-être pas tout de suite vos enfants de 8 ans, là, ils vont peut-être s'emmerder, mais je dirais que selon leur maturité, là, à partir de justement 13 ans, je pense. Ça peut être très gênant, mais ça dépend de ta relation avec tes enfants. Je sais pas si j'irais avec mes parents voir un film comme ça. Ah, ben là, à cet âge-là. Ben oui, mais si tu le sais pas et qu'on t'amène là, c'est challengeant, mais tu sais. C'est 13 ans et plus, pas 16 ans et plus. C'est plus, à un moment donné, ça se peut que le film te plaise pas. Mais bon. Fait que moi, on va peut-être comparer ça un peu à Le Mirage, qui était sorti il y a quelques années avec Louis Morissette, de Trotsky. Peut-être pas autant humoristique. L'autre avait une touche quand même de Trotsky qui, lui, appartient. Mais en même temps, pour ceux qui l'ont vu, la chute du Mirage était beaucoup plus dramatique et sombre un peu que celle-là. Alors que l'on tombe plus dans l'espoir à la fin. Ouais, c'est ça, voilà. Ouais. Ajoutons que ça avait été, on avait mentionné à un moment donné, ça a été présenté à Sundance et ils ont gagné le prix du public pour ce qui le est film. Énorme. C'est ça. C'est vraiment hot. Puis Chloé nous explique d'ailleurs qu'est-ce qu'elle fait avec le trophée, qui est assez massif, j'en comprends. Et je l'ajoute, moi, jusqu'à présent, on a 5 mois complets de fait dans l'année. C'est mon film préféré de l'année jusqu'à maintenant. Je l'avais vu en février. Ça l'était, mais l'année était jeune et encore aujourd'hui, ça reste. Fait que c'est certain qu'il est au top 5 de la fin d'année. Je pense pas qu'il va sortir 5 films qui dépasseraient à quel point j'ai aimé ce film-là. Bon, peut-être qu'il sera plus numéro 1. Je vous mets comme un teaser d'Avatar. Là. Je vous mets je commence à titiller pour le top 5 en janvier. Mais c'est sûr qu'il en fait partie. Je trouve ce film-là parfait. Peut-être qu'après vous, ce ne sera pas votre film favori, mais il n'y a aucune manière de faire ce film-là meilleur que comme il est fait là, je pense. Bien d'accord. C'est ça, c'est drôle, c'est touchant, c'est bien joué. Ça dure comme aussi 1h45, 1h40. C'est très efficace commencer. Peut-être parce que j'ai exactement cet âge-là, donc toutes ces faces-là qui vont faire les caméos et les présences me touchent. Là, si on avait mis... je sais pas, tout du monde 15 ans plus vieux, j'aurais peut-être été moins accroché à je vais pas nommer du monde pour rien, mais voir des humoristes de, mettons, l'autre génération juste en dessous, mais... Non, il y a un bon mélange, une belle variété de genre, puis ils sont tous très drôles à leur façon. Tu sais, c'est le premier rôle au cinéma pour Karine Gontier-Heinemann, puis elle est brillante, puis elle en discute avec nous, justement, de comme... vient quand même un moment où tu y crois plus, où tu penses que ça va être quoi ta
ta carrière, là, elle a galéré longtemps quand même avant de commencer à avoir des rôles. Puis il y a certains trucs qui ont vraiment ouvert plus de portes, dont C'est comme ça que je t'aime. Puis c'était-tu Like? C'était Like Moi, oui. Ouais, c'est ça. C'est ça vraiment qui l'a propulsé, qui l'a fait connaître du grand public. Après ça, il y a eu Entre deux draps aussi. Ouais, mais à part ça, c'est ça, Like Moi, puis C'est comme ça que je t'aime. Ouais. Puis c'est des rôles que t'hésites un peu à prendre. Like Moi, peut-être pas, mais tu sais, c'est comme ça. Je sais que c'est gros, mais en même temps, ça va être challengeant. Puis aussi là-dedans, il y a aussi beaucoup de nudité. Puis tout, est-ce que je suis prêt? Puis à chaque fois qu'elle a hésité, mais qu'elle a foncé, c'est des trucs qui ont ouvert plus de portes. Fait que j'espère vraiment que pour elle aussi, ça va continuer dans cette veine-là. Puis Laurence aussi, c'est juste que ça fait longtemps qu'elle est plus solide, mettons, sur le, je sais pas, le vedettariat, puis elle doit se faire offrir plus de premiers rôles et tout. Ouais, puis elle, c'est plus le contraire. Je pense plus de cinéma dans sa vie que de télévision. En tout cas, au Québec, c'est sûr qu'elle a joué dans quelques séries canadiennes, anglaises et tout ça. Mais elle a débuté très jeune au grand écran. Donc, oui, je suis content pour Karine Gontier-Heinemann, qui est une excellente comédienne. Il y a des pubs partout, mais c'est excellent. Vraiment, là, dès le 30 mai, courez voir Deux femmes en or au cinéma. C'est vraiment un film très brillant, mais pas non plus woke. Puis ça va tout vraiment c'est pas. Ça, là, c'est doux, doux. Doux comme une caresse. Et parlant de courir, allons-y avec Mission Impossible, The Final Reckoning de Christopher McQuarrie. Le 8e film de l'univers Mission Impossible au cinéma, qui est une adaptation à la base de la série télé. De quoi, des années 60? Mais qui n'a rien à voir avec la série télé. C'était peut-être fin 60, début 70, de mémoire. Même époque, finalement, alors que certains écoutaient Deux femmes en or. C'est drôle parce que c'est probablement le film où il court le moins, Tom Cruise. Et c'est le film le plus long. Alors, tu vois, c'est pas un gars de marathon, c'est un gars de sprint. Ça met en vedette... c'est la suite directe du précédent film. Pour la première fois, il avait fait un two-parter, un film en 2 parties à suivre. C'est le 4e film que McQuarrie fait dans l'univers Mission Impossible, donc depuis le 5e. Et c'est tout. Puis même le 5-6e film avec Tom Cruise, ils ont fait un Jack Reacher ensemble. Ouais, Valkyrie aussi. Mais c'est lui qui a réalisé ou il a juste scénarisé, je pense. Je pense qu'il a peut-être juste scénarisé. Mais je vais revenir sur leur relation. Fait qu'on retrouve Ellie Atwell qui avait fait son entrée dans le dernier film. Ving Rhames, Simon Pegg qui sont là depuis le 3e. Ving Rhames, en fait, à part Tom Cruise, c'est juste lui qui est là depuis tous les films. Esai Morales et Pomme Clémentieff qui sont les genres de méchants et bras droits de méchants depuis le dernier film. Gabriel. On se rappelle que le grand problème est une intelligence artificielle qui s'appelle l'entité, The Entity. On débute ça, on est à peu près 2 mois après les événements du précédent film. Fait que Ethan Hunt est encore un peu quasiment émaillé, là, Missing in Action. Il est toujours recherché quasiment par le MI6 parce qu'il fait les affaires de son bar. Il y a l'enjeu avec la fameuse clé à 2 parties qu'il a réussi à récupérer à la fin du premier film qui permettrait d'ouvrir la voûte du sous-marin russe, le Sevastopol, qui a coulé il y a quelques années et qui serait, dans lui, aurait le code source qui pourrait permettre de resetter l'entité, de fermer ça. Sauf que le gouvernement américain, lui, court après parce qu'eux veulent posséder l'entité. Il y a une guerre, dans le fond, l'entité veut faire tout péter en créant un peu une guerre nucléaire entre tous les pays, mais en même temps, chaque pays aimerait bien contrôler l'entité et se l'approprier pour être la grande force. Fait que est-ce que lui va être capable de rétablir la paix, soit en la détruisant, soit en faisant flipper ce scénario catastrophe, si on veut. Tout le monde est contre lui. Oui, l'enjeu de détruire l'entité ferait que Internet n'existerait plus, alors ça causerait un monde apocalyptique. Et ce qu'on va comprendre rapidement, c'est que le film va venir faire des liens avec le passé de Ethan Hunt et notre passé de cinéphile, en créant des liens particulièrement avec le premier film, donc celui de Brian De Palma de 96. Et le 3e film qui avait vraiment relancé la franchise de J.J. Abrams, qui lui doit être quoi? 2006. 2006, donc 10 ans plus tard. Lui, c'était Philip Seymour Hoffman, le méchant, et que pour libérer sa nouvelle femme, Michelle Monaghan, à ce moment-là, Monaghan ou Monahan? Je pense Monahan. OK, comme le joueur de hockey. Puis il avait dû voler le Anti-God, c'est ça? C'est le Rabbit's Foot. Le Rabbit's Foot, qui était une espèce d'affaire. Mais c'est...
le personnage de Simon Pegg qui est introduit à ce moment-là, qui lui fait rapport, clin d'œil à ce qu'il appelle Antigode et tout. Fait que tout ça va un peu connecter, donc finalement, ce qui court après, puis l'entité, ben, il aurait un peu créé ça dès le départ. Voilà. Fait que c'est un film qui met en scène Tom Cruise dans des cascades exceptionnelles, comme lui seul sait le faire, ou disons, ose le faire. Ouais, c'est ça. Il y a sûrement des cascadeurs qui le font, mais des acteurs qui cascadent comme ça, junkie d'adrénaline, c'est le seul. Et à chaque fois, on se dit, est-ce que le film verra le jour ou il va mourir en tournage, puis ça va finir là? Mais là, il a réussi à nous proposer ce film de 2h50 quand même, un bon gros morceau. Ouais, et étonnamment, ça jase plus dans ce film-là, je pense, que tous les autres. C'est ça. Parce qu'il faut quand même l'avouer d'entrée de jeu qu'il y a un peu moins d'action, honnêtement, que le précédent Bilan mortel, qui était aussi long, me semble. Pas loin, mais un 2... Ouais, c'est 2h20, je pense. 2h20. 30. Mais qu'il y avait quand même beaucoup plus de scènes d'action éparpillées à travers le film. Celle-ci, on est pas mal dans deux gros morceaux, là, celle du sous-marin et évidemment la séquence finale avec les avions biplans qu'on peut voir beaucoup dans les bandes annonces, sur l'affiche, c'est ça et tout ça, qui est spectaculaire, faut le dire, là, la séquence des avions. Je pense que c'était un rêve de jeunesse, faire cette affaire-là. Ça doit dater genre d'avoir vu North by Northwest puis des affaires comme ça. Là, puis, ça se peut bien, ouais. C'était comme une cascade. Genre d'avoir ces avions-là qui sont sa bucket list depuis vraiment longtemps. Donc, il va faire des pirouettes sur les ailerons de l'avion. Évidemment, dans la vraie vie, il était un peu attaché, puis on a effacé ça digitalement. Oui, mais il est quand même vraiment ses ailes d'un avion dans les airs. À haute altitude et grosse vitesse, on le voit, exact, que le vent lui frappe. Et d'ailleurs, il a trouvé ça très dur à tourner. Il n'y a pas d'écran vert. Là. Non. Et d'ailleurs, même Zay Morales, qui joue le méchant Gabriel, est présent aussi dans l'avion. En fait, les pilotes sont là, mais ils sont habillés en vert, donc ils ont été effacés. Évidemment, c'est pas eux qui pilotent, mais c'est quand même impressionnant à voir la haute altitude, ces cascades-là. Donc, est-ce que le film fait une fin satisfaisante? Je pense que oui. Je pense que les amateurs vont aimer. C'est les liens avec le premier film. Il y a des petits twists quand même assez intéressantes. On a comme avancé ça ou vendu ça comme si c'était le dernier de la franchise, ou en tout cas le dernier avec Tom Cruise, mais sans rien trop divulgacher. C'est pas nécessairement vrai. Parce que lui-même, il a annoncé qu'il aimerait ça continuer à en faire, puis il se verrait faire ça à 80 ans comme Indiana Jones et Harrison C'est juste Ford, que là, je pense qu'avec les deux parties qui étaient à suivre et tout, le changement de nom qu'ils avaient fait, parce que c'est pas populaire de dire partie 1, partie 2, fait que là, etc. Donc c'est pour ça que c'était... le premier, c'était quoi? Bilan mortel, Dead Reckoning. Ah, puis là, c'est bilan final, c'est ça, exact. Fait que c'est peut-être dans le titre que ça portait un peu confusion. C'est parce que ça s'appelait Part 1. C'était c'est ça. Bilan mortel, partie 1. Puis là, maintenant, ils ont dit, non, finalement, on va changer le titre, pas partie 2, blablabla. Honnêtement, pas si grave si vous avez pas vu l'autre d'avant ou que ça fait très longtemps. Si vous n'avez vu aucun, puis ça serait votre premier, là, c'est un peu lourd, là. Moi, je pense qu'il faut quand même au moins avoir vu le précédent 7, pour comprendre un peu tous les enjeux, surtout des nouveaux personnages qu'on a introduits dans le dernier j'avoue, les film, policiers là. Qui courent après. C'est toujours des policiers, mais c'est pas trop clair de c'est quoi les agences. Là, mais... Et quand même le personnage d'Hayley Atwell aussi de Grace. Donc, Bob Clementieff. T'as raison. Ouais, celui d'avant, oui. Mais si, mettons, on a parlé du 1 et du 3, si ça fait plusieurs années... Ça, c'est moins grave parce qu'ils vont nous le montrer à profusion dans des flashbacks. Ouais. On abuse un peu. J'oserais même dire. Il s'en cache pas, Tom Cruise, justement, qui fait du cinéma grand public. Ouais. Il veut du divertissement pour tous, une montagne russe que tout le monde peut aller dedans. Fait que oui, quand on dit quelque chose, on l'appuie avec des images pour être sûr. Puis, tu sais, c'est vrai que c'est un petit peu du Java technique puis d'affaires comme ça. Fait que je comprends que souvent, ils vont dire « OK, fait que là, il faut vraiment que je branche ça puis ça va permettre à ça, mais il faut que je le fasse à tel timing. » Oui, à tel timing, tu retires ça que tu auras précédemment branché en mettant un zoom sur l'affaire puis t'es comme « OK, c'est beau, j'ai compris. » Fait que si tu tombes dans l'une quand 2-3 adjoints de la présidente parlent, après, ah, OK, oui, c'est ça qu'ils disaient, eux autres. Fait que je pense que c'est plus un volet qui se termine en termes du personnage d'Ethan Hunt, de connaître un peu... en fait, de relier ça, comme tu l'as dit, au premier film de la franchise. Après ça, on verra bien. Je pense que c'est le box-office qui va dicter la suite des choses. Puis là, il a été attaché à quelques autres projets, fait qu'on va peut-être voir une petite pause de Mission Impossible le temps qu'il fasse des affaires, mais c'est un producteur et co-scénariste sur ces affaires-là, puis acteur.
On parlait il y a quelques mois de son entrée chez Warner Bros. Aussi, à cette heure, qu'il va pouvoir développer des projets là-dessus. Il a terminé le tournage du Inaritu, des choses comme ça. Fait qu'on va le voir un peu ailleurs, mais je crois que dans, mettons, 4-5 ans, on va revoir un Mission Impossible. On verra bien. Qui deviennent peut-être un genre de mentor sur former quelqu'un d'autre, ou ils vont peut-être tomber dans le classique, faire des spin-offs sur plein de personnages. Là. Tout ça va être à des jeux de cellulaire avec Simon Pegg, là, je sais pas. C'est sûr que, en tout cas, la relation demeure bonne avec Paramount parce qu'ils préparent un 3e Top Gun. Là. Ça, c'est bien... ça a été confirmé tant par Tom Cruise aussi. Puis par toutes les entrevues, elle a l'air encore très bonne avec McQuarrie. Je pense qu'il se complète très bien pour... Tu l'as mentionné d'entrée de jeu. Écoute, j'ai noté... Christopher McQuarrie n'a pas une longue liste quand même de films. Même comme réalisateur, là? Ouais, puis... c'est des films qui prennent 4 ans à faire. En plus. Mais tu sais, il galère depuis pas mal. 93, mais c'est surtout 1995 et The Usual Suspects, dont il était scénariste. Mais il était scénariste au départ, c'est ça. Qui l'a mis sur la map. Mais dans ses 12 derniers films ou productions, là, pas tant nécessairement comme réalisateur, mais les 12 derniers films auxquels il a été attaché... Il y en a 10 qui sont avec Tom Cruise. Okay. C'est lesquels 2 qui ne le sont pas? C'est The Tourist et puis Jack the Giant Slayer. Ah ouais, OK. Donc avec Tom Cruise, scénarisé Valkyrie, scénarisé et réalisé Jack Reacher, scénarisé Edge of Tomorrow et ensuite scénarisé et réalisé Les Missions Impossibles. Quand même producteur du dernier Jack Reacher et scénariste de Mummy. Fait quand même qu'on parle de rencontres... coup de foudre professionnel, c'est quand même assez incroyable. Ouais, c'est pour ça que c'est drôle quand j'étais en train d'écouter justement qu'on enregistre une entrevue sur le channel Letterboxd sur YouTube. Puis, tu sais, les deux disent, ouais, quand on s'est rencontrés, mais quand ils parlent de ça, c'est pas quand on s'est rencontrés pour le projet du dernier film, c'est quand on s'est rencontrés en fin 90, début 2000 pour, tu sais, ils parlent de Valkyrie, c'est pas lui qui a réalisé ça, puis OK, c'est lui qui l'a écrit, puis Edge of Tomorrow, même principe, fait que ça fait longtemps que c'est ça qui collabore. Puis c'est Tom Cruise qui a ouvert sur McQuarrie le côté... Non, il n'y a rien de gênant à faire du cinéma pour tout le monde. Le but, c'est... Tu prends un angle puis un concept. Il prenait l'exemple de Valkyrie, mais comment après ça peut intéresser le plus de monde possible? On va pas le transformer en comédie familiale, mais comment le plus de gens peuvent être intéressés par ça plutôt qu'en faire un film très, très niché? Parce que moi, j'aime ça, parler au plus grand... monde possible, tu sais. Mais il a quand même joué avec un Paul Thomas Anderson puis des trucs comme ça aussi, là, en tant que comédien. Puis, voyons, Stanley Kubrick ouais, aussi. C'est ça, Kubrick et tout. Là. C'est ça, je pense que c'était au moment de sa carrière où il tentait peut-être un peu de se réinventer, surtout pour aller chercher le fameux Oscar, que beaucoup d'acteurs... à un moment donné, leur carrière veut, donc vont prendre plus de chance. Non, on n'a jamais gagné. Mais il avait été en nomination pour Magnolas, par exemple. Mais ça lui avait échappé. Pour The Mummy? Non. C'était au Razzie. C'était au Razzie, ça serait pas étonnant. Mais cela dit, on en discutait hier, c'est vraiment c'est un gentil, je pense, Tom Cruise. Je pense que oui. Il y en a des fois qui ont l'air d'avoir un faux sourire, là, puis... Mais j'en comptais plein d'anecdotes, là, comme j'ai déjà dit ici à ce micro. Je suis un gros fan du magazine Empire britannique, puis de leur podcast et tout. Puis eux, ils reçoivent annuellement un gâteau de Tom Cruise, qu'il fasse un film ou pas. Ils envoient ça à plein de médias qui, tu sais, ils gardent des bonnes connexions. Puis qu'on dit, oui, il y a de l'argent, puis c'est un producteur et tout, mais il prend quand même le temps puis le soin de le faire. Puis, tu mentionnais qu'il envoie encore des cadeaux d'anniversaire à Dakota Fanning de War of the Worlds à l'époque. Tout à fait, oui. Puis des trucs comme ça. Fait que je pense que c'est un peu il texte encore du monde. Tu me racontais une anecdote sur Bob Clementieff aussi. Je sais pas si tu voulais... on peut, parce qu'elle a mentionné au Tonight Show cette semaine qu'après le tournage, elle voulait suivre ses cours de parachute et tout ça. Donc... il faut que t'en fasses plein assister pour pouvoir les faire tout seul. Avant d'avoir cette certification officielle, donc ils sont allés en faire une dizaine ensemble. Une journée de 10 sauts, c'est une méchante journée. Là. Donc, puis encore aujourd'hui, des fois, elle va lui texter des trucs, puis prend toujours le temps de répondre. Ouais, c'est ça. Fait que... Je pense que c'est quelqu'un qui est très occupé, mais qui gère bien son agenda puis ses connexions. C'est ça, quand justement McQuarrie, il parlait, puis il a dit, il s'était rencontré là, pour collaborer, je pense que c'est quand il commençait à parler de... Même pas, je pense que c'est pour Valkyrie, puis des affaires de même. Puis il disait ben là, j'ai de quoi, mais reviens demain, on se parlera. Puis il était comme, OK, j'aurais cru que on allait se revoir dans 3 semaines. Puis le lendemain, ils ont parlé pendant 6 heures de cinéma. Puis tout. Fait que quand il y a une idée
d'un pied, il l'a pas dans la tête. En tout cas, quand il l'a d'un pied, il l'a dans la tête. Les bottines suivent les babines. Ça veut dire que s'il y a un projet en tête, il tasse ses autres affaires, puis il focus là-dessus, puis il se donne du temps pour comme que sa carrière, mais que ses projets avancent, puis prendre du temps avec ces gens-là. C'est sûr qu'on se souvient de quand il était Coco Bongo à Oprah avec Katy Perry, puis la scientologie, puis des affaires de même. Katie Holmes, pardon. Puis la scientologie, puis tout. Mais au-delà de ces croyances-là, je pense qu'il est vraiment fin avec son équipe. Il avait pété une coche pour le Mission Impossible quand c'était la COVID, puis il tournait en Italie, puis tout. Mais c'était pour la sécurité de l'équipe. Ouais, la sécurité, c'était ceux qui faisaient des niaiseries, qui respectaient pas le protocole, puis ils étaient comme, là, on essaie de faire un film, on est une gang, on a le privilège de faire ça, tout est fermé partout, puis nous, on peut voyager puis faire des films à l'international. Mets ton putain de masque N95, puis fous-moi la paix que tu y crois ou pas, tu sais. Fait que c'est totalement justifié, là. C'est fait que... Ben, je veux dire, il n'a pas frappé à personne, là. Il a juste fait un speech pour recadrer, puis c'est ça, c'est bien correct, là. C'est moins pire que Christian Bale qui avait crié après un technicien qui s'était mis dans le cadre, en tout cas. Juste pour revenir à Pomme Clémentieff, on oublie que la comédienne, elle est française d'ailleurs. Elle a joué dans quelques films en français. Et je trouve ça le fun que dans l'émission Impossible, elle joue... elle parle de sa vraie voix, finalement. Ouais, elle parle en français tout le temps. C'est un personnage, justement, qui est francophone. Et ça, c'était à la demande de Tom Cruise. Apparemment. Mais c'est vrai qu'ils ont toujours été un peu polyglottes dans les films. Ouais. C'est ça. Ça fait partie de leur Donc, force. c'est lui vraiment qui tenait à ce qu'elle parle en français. Et c'est elle qui a montré phonétiquement ses répliques en français, parce qu'on l'attend quand même à quelques reprises dans les deux films. Oui, puis souvent, c'est Simon Pegg qui lui répond en français aussi, ou des fois Tom Cruise. Puis, j'aime bien ça. Ça fait comme un naturel. Puis eux autres aussi, là, ils voyagent, ils ont des missions partout. Fait que, genre, lequel je voyais dans le 3, ils s'en vont au Vatican. Ben, Tom Cruise, il parle un peu italien quand il se déguise puis il essaie de passer à quelque part et tout. Fait que ça fait partie de leur job, mettons. Et petit fun fact comme ça en terminant, pour comparer, parce que ce qui est surtout encore plus impressionnant pour Tom Cruise, c'est l'âge qu'il a aussi pour faire ces cascades-là. Il a 60 ans. 62, en fait. Fait que, tu sais, le faire à 35 ans, tu peux dire, ouais, OK, mais faire ça à 60 ans, faut vouloir en tabarouette, là. Et, tu sais, il subit son corps à toutes sortes de mesures extrêmes. Et comparé, donc, à John Voight, qui jouait Jim Phelps dans le premier film. Oui. Voight avait 58. Puis il avait l'air pas mal plus magané. On aurait dit qu'il avait 70 ans. C'est ça. Alors que Cruise, le dépasse dans ce nouveau film en termes d'âge. Je pense qu'il est au gym un peu plus souvent quand même. Et ça me rappelle aussi, on parlait de leur tournage, tu sais, le fait qu'ils ont tourné les deux films un peu en même temps, mais pas tout le temps. Je pense que c'était pas 100% scénarisé. C'est du monde que, comme ils mettent des cascades incroyables, les films se font écrire autour de ces cascades-là. Fait qu'il y a beaucoup de réécriture. Puis c'est pour ça que, tu sais, il y a des personnages qui disparaissent au fil des saisons, des films. Personnage de Rebecca Ferguson qui était arrivée dans le 4e ou 5e film. 5e, elle est arrivée dans le 5, oui. Puis elle n'est plus dans le dernier, pour ceux qui ont vu l'autre d'avant. Puis j'ai appris, elle l'a dit en podcast récemment, que c'est elle qui a demandé à quitter. Puis toi, tu m'as appris que Jeremy Renner, c'est la même chose. Lui, son personnage n'est juste pas revenu, il n'est pas décédé. C'est parce que, comme les tournages se font sur 3 ans, ben à un moment donné, c'est comme, OK, là, Tom, il fait des sauts de motocross, puis il se pratique à retenir son souffle sous l'eau pendant genre 4 mois. Nous, on va aller faire le setup pour filmer en Norvège ou en Espagne ou au Paraguay. Puis là, on fait ce tournage-là. Ah, là, il faut tout que vous veniez parce qu'il y a une scène dans l'auto juste avant, puis là, on a besoin du décor naturel. Fait que t'es attaché à un film incroyable, comme dit, tout le monde est super fin, ils sont généreux, mais c'est comme un tournage de 3 ans que tu le sais pas trop d'avance, fait que t'as de la misère à faire d'autres projets parce que t'es trop attaché à lui. Fait que dans le cas de Ferguson, il était comme, non, tu sais, j'ai envie, c'était super le fun, mais là, j'ai envie de faire d'autres choses, là. Je peux pas être juste là, puis amener, tu deviens un peu personnage secondaire, puis tu sais. Fait que c'est pour ça, des fois, qu'ils demandent des outs. Jeremy Renner aussi, je pense. C'est une question familiale aussi, qu'il y avait de jeunes enfants. Puis il devait être dans la même situation avec les Marvel en même temps aussi, là. Ah, viens faire 3 caméos pour 4 jours pour celui-là. Fait que t'es comme, moi, je peux plus faire de projet autre là, de comédie parce que je suis toujours attaché à faire ça puis à devoir partir 3 semaines à l'autre bout du monde avec pas tant de temps de délai pour me préparer. Là. Et tandis que pour Maggie Q, puis l'autre, c'était-tu Laura Peterson qui était dans le 4?
Eux, c'est une question vraiment de disponibilité. Donc, apparemment que Maggie Q avait été demandé de revenir pour le 4e, mais elle jouait dans Nikita à la télévision. Ah ouais. Et même chose pour la comédienne du 4, que je me rappelle dans quoi elle jouait, mais fait que c'était pas nécessairement une volonté de les écarter, mais c'est juste qu'ils étaient plus disponibles à ce moment-là. Donc, on crée de nouveaux personnages tout simplement, puis c'est resté. Mais moi, je pense que Maggie Q demeure ma Mission Impossible Girl préférée. Ah ouais. Mais c'est vrai que ça aurait été le fun qu'elle reprenne plus de place. Moi, je suis quand même un gros fan de Rebecca Ferguson. Ouais, elle était cool. Sans placer lui nécessairement, là, je pense que mon préféré, c'est le 6. J'aime beaucoup le Henry Cavill en méchant. Aussi sa fameuse moustache qui a donné la scène horrible de la fin des Justice League, ces affaires-là. Je trouvais le fun de voir le contre-emploi. Le film devient juste assez over the top. C'est un des premiers aussi. Il faudrait que je revérifie, là, mais tu sais, qui dure justement 2h30, qui était vraiment plus long. Mais j'aimais bien ça. Il y a beaucoup la finalité avec sa femme cachée, là, Monahan, qui revient, puis toutes ces affaires-là. Je trouvais que les enjeux étaient très crédibles. C'était la première fois que le méchant revenait dans un deuxième film avec Harris, je sais plus trop. Sean Harris. Sean Harris, c'est ça. Non, pour moi, ça demeure le 3, je pense. J'ai vraiment une affection pour... Puis c'est là qu'ils ont compris quoi faire avec je pense que la franchise. La bonne formule. Ouais. On avait vraiment plus l'impression d'être en équipe pour une première fois. Oui. Mais Philip Seymour Hoffman et son Owen Davian étaient hallucinants. Et sadique parfaitement. Vraiment. Et même... déterminé. Oui, et J.J. Abrams, je trouve qu'il va chercher auprès de Tom Cruise une de ses meilleures prestations en carrière. Fait que le niveau d'intensité commence dès le départ. C'est ça. Et, oui. Ça, c'est la technique montage. On te met quelque chose qui va arriver plus tard. Puis tout de suite après, il y a un petit party, tout va bien. T'es comme, comment ça va se rendre là? Et il y avait un réel enjeu. Finalement, Ethan Hunt devenait un vrai personnage et pas juste un archétype en lui donnant une vie amoureuse et tout ça. Fait que moi, j'aime bien le 3. Puis, je souligne, le 1, pour l'avoir écouté, il est comme à part parce que c'est comme une autre époque. Ouais, puis c'est un film noir. C'est Brian De Palma. Il y a vraiment une belle affaire de qui joue qui, mais oui, c'est les masques. Les masques cache-qui. C'est revenu à l'occasion. Il y a une vibe John Le Carré, on est vraiment plus dans l'espionnage un peu polar, plus intellectuel, polar, de guerre froide et tout ça. Là, fait que, Puis, mais en tout cas, on va faire un épisode spécial où on va revisiter justement tout ça avec un autre invité spécial, Tom Cruise lui-même. S'il peut. Là, on y a écrit sur Instagram. On espère qu'il va nous répondre. Non, on va faire ça pour vrai après mes vacances. Fait que vous avez le temps de voir le film au cinéma. Puis on va reparler un peu de toute la saga. Peut-être classer ça, débattre sur le classement des films. Voilà. Fait que on en parle longtemps. Le temps file, ça va être un épisode costaud. Alors là, pour la famille, c'est la version en prise de vue réelle de Lilo & Stitch qui prend l'affiche de Dean Fleischer-Camp. Oui, Dean Fleischer-Camp qui nous a donné le très sympathique Marcel de Shell We Choose On. Et je pense que ça a été sa signature qu'après Disney, on dit la magie que tu as mis dans ce film-là, on veut ça dans une de nos grosses productions. Ça date de quelle année l'original? Le dessin animé, 2002. OK, fait que un petit peu plus de 20 ans. Ouais. Moi, c'est dans l'angle mort, j'ai pas vu ça. Et j'ai pas vu le nouveau, c'est toi le digne représentant. Ouais. Mais on va suivre la jeune Lilo Pelekai, qui est une petite Hawaïenne, qui est âgée de 7 ans, qui a pas tant d'amis à l'école et est élevée par sa grande sœur Nani. Mais le Stitch, qui est une petite créature extraterrestre créée en laboratoire et qui a d'une puissance et d'une... C'est comme une arme de destruction massive un peu. Là. Dans une espèce de créature adolescente gamine, là, un peu, là, qui fait des mauvais coups et tout, va se sauver de sa planète où il a été créé, où il était, je pense... avait été exilé. Il devait être exilé, mais c'est vrai qu'il se sauve et il crache sur Terre. Ouais. Crache sur Terre, donc se transforme en genre de chien en cachant un peu ses antennes puis des affaires de même. Se lie d'amitié avec Lilo, puis près du monde vont chercher Stitch, puis eux vont essayer de vivre heureux ensemble. Effectivement. Donc, il est poursuivi par d'amitié, par son créateur et un agent secret un peu là, de la Fédération intergalactique. Donc, à travers ça, il y a toutes sortes de situations comiques où eux vont subir les gamineries de Stitch. Qui mangent tout aussi. C'est ça. Écoute, en termes d'humour, on est vraiment dans le style Alvin et les Chipmunks, là, pour ceux qui ont déjà peut-être vu ça avec leurs enfants. Moins
sans les petites voix aiguës qui chantent. Ouais, c'est ça. Mais fait que c'est un humour très primaire, fait que très accessible pour les 4, 5, 6 ans. Là, c'est sûr, les plus jeunes vont trouver ça drôle, vont trouver leur compte. Difficile de comparer parce que j'ai pas vu, moi non plus, l'original de 2002. Fait que j'ai hâte de voir la réaction des millennials et des Gen Z. Comme tu dis, on annonce beaucoup de millions de dollars en fin de semaine. Fait que je crois que le film est très attendu. Donc, les dans gens la veulent tranche le des 25-35 ans, là, je pense que ça va être très populaire. Donc, difficile de comparer. De ce que je suis allé lire, je pense que c'est assez fidèle en termes d'histoire. Toutes les beats sont repris un peu dans cette nouvelle version-là. Puis, on a réussi à maintenir, je pense qu'il y a un long générique, mais c'est un film... 1h40-45. C'est ça, exact. Ouais, on n'est pas tombé Il n'y a pas de temps mort, honnêtement. Très rythmé. Puis, honnêtement, le Stitch est bien réussi. On a employé la méthode de Sonic, où on l'anime. Mais très cute. Je pense que les jeunes vont bien l'apprécier, vont vouloir l'adopter eux aussi. Fait que je pense que c'est le début. Écoute, je sais pas s'ils vont vouloir exploiter cette version-là en prise de vue réelle de la franchise, vu le succès et beaucoup de production. Je pense à près 100 millions de budget, ce qui est assez raisonnable. Fait que les profits vont rentrer rapidement. Fait que vous voulez passer un bon moment en famille, allez-y sans problème. C'est sûr que ça dépend de la production initiale, mais oui, contrairement à des Blanche-Neige qui a coûté vraiment très cher parce que c'est tout un monde fantastique et tout, je pense que ça, ou peut-être Moana aussi, qui peut-être coûte un petit peu moins cher quand même dans la production, puis c'est plus facile d'être rentable puis donner le go à la production que si tous leurs films coûtent 225 millions, à un moment donné, on n'en sort jamais. Là. Effectivement. Fait que... T'as beau avoir un hit une fois de temps en temps, là, les 2 échecs suivants te feront perdre tout ton capital. Disons que Disney a besoin d'un succès cette année parce que c'est plutôt difficile. Là. On n'est pas en voie de répéter l'exploit de l'année dernière. C'est ça, fait que je pense que tout le monde retient un peu leur souffle. Puis, il y a Elio aussi, le Pixar, qui s'en vient dans un mois. Là. Qui est plus audacieux parce que dès que Pixar fait quelque chose d'original, on ne sait jamais quel côté ça va. Mais c'est le succès des suites qui leur permet de faire des nouvelles productions originales qui, quand ça marche, va donner une suite qui va permettre. Fait que faut pas leur en vouloir. C'est une roue qui tourne. Non, c'est ça. C'est bien parfait de faire ça. Juste revenir aussi que c'est Chris Sanders qui fait la voix donc de Stitch ou les bruits parce que c'était lui qui faisait le Chris Sanders qui est le Wild Robot. C'est ça finalement. Chris Sanders était le co-réalisateur de l'original. Avait fait la voix parce que dans le fond, vu que c'était juste des sons, quelques mots, on s'était dit au lieu de payer un acteur, moi je vais le faire. Et c'est la voix qu'il faisait dans les studios Disney, ça a l'air qu'il aimait bien s'embêter. Ses collègues de travail les appelaient, faisaient cette voix-là, fait que c'était comme un running gag dans le bureau. De la copier? C'est une drôle de voix. Et le co-réalisateur aussi avec Chris Sanders, c'était Dean DeBlois, qui a finalement migré vers les Dragons. Donc, quand même, deux gros noms qui avaient fait leur début avec ce film-là, avec Stitch en 2002. Ce qui est quand même drôle parce que finalement, les deux ont quitté Disney au final. Souvent, Disney travaille, ils ont des poulains puis leur donnent des projets suivants en animation. Mais les deux sont allés chez DreamWorks. DeBlois est allé faire sa carrière, sa vie chez DreamWorks. Ça fait comme 15 ans qu'il travaille juste sur les films de Dragon. Mais Sanders, je peux aller voir ce qu'il a fait entre les deux. Oui, c'est ça, parce que le Wild Robot, ça vient d'arriver. Mais oui, il y a eu 20 ans où il a fait d'autres choses. Je lui souhaite. Alors, pour ceux qui aiment le cinéma indépendant, un peu... classable, ou en tout cas un peu en dehors de la track, il y a Friendship de Andrew DeYoung. Oui, qui est disponible juste en version anglaise dans certains cinémas. J'ai vu que c'est une sortie qu'on appelle plateforme, donc quelques cinémas l'ont eu le 9 mai. Là, il y a eu une expansion là, le 23, il y en a d'autres qui l'ouvrent le 30, fait que à surveiller justement au travers de tous ces gros blockbusters-là, ces grosses sorties, là, les cinémas placent des films plus pointus une fois de temps en temps. Friendship, c'est une comédie noire sur l'amitié entre hommes quarantenaires en banlieue, mais pas une amitié qui se passe si bien que ça. Craig est un père de famille de banlieue qui va tomber sous le charme un peu de son nouveau voisin très charismatique, joué par Paul Rudd. Tout le monde trouve que Paul Rudd est charismatique, il a une belle moustache, il est un météorologue à la télévision. Fait que, wow, une job cool quand même, tu sais, de passer à la télé. Puis, en passant du temps avec lui, c'est plutôt Austin, donc le personnage de Rudd, qui va trouver que Craig est un peu weird, puis va vouloir comme reprendre ses distances, mais Craig va comme redoubler d'efforts pour
gagner l'amitié puis joindre ce clan-là. Lui qui est vraiment awkward, qui est malaisant, qui dit pas les bonnes choses. Puis qu'il n'y a pas tant de personnalité. Fait qu'on dirait qu'il se construit en fonction des gens qu'il rencontre. Puis en pensant que les gens veulent attendre ça d'une autre personne et tout. Au lieu d'être juste timide, il va de l'avant puis dit des choses toujours un peu off-beat, là, un petit peu à côté de la track. Paul Rudd n'a pas besoin de présentation. Tim Robinson a été dans l'équipe Saturday Night Live de 2012 à 2016. Ouais, c'est un des scénaristes. En fait, il a joué la première saison. OK. Et après ça, il a demandé juste d'être scénariste. Puis, il est derrière la quand même populaire série de sketch, émission à sketch, I Think You Should Leave. Que je ne connais pas, mais j'ai vu que ça a gagné beaucoup de prix, très bien reçu. Populaire plateforme de streaming. Que je vais découvrir, honnêtement, je vais aller voir ça. Toi, t'as-tu déjà écouté ça? Non, c'est une collègue qui m'a parlé de ça. Okay. J'avais vu popper, mais j'ai jamais pris le temps d'écouter. Et il y a Kate Mara aussi qui joue la femme, justement, de Robinson. Elle qui est célèbre pour faire Peggy Sue dans le mauvais Fantastic Four. 4 Fantastiques. Ouais, ça. Non, plein de rôles, Kate Mara depuis un méchant bout. Fait que oui, on comprend aussi, même dans son mariage, il y a le genre de personnalité qu'il est, comme je disais, qui est pas le même probablement avec sa femme que quand il essaie d'aller faire des amis. Puis vouloir être cool un peu. C'est ça clash un peu d'un deux. Il essaie de passer du temps avec son garçon, puis son garçon est comme ouais, pas tant. Puis fait que pauvre lui, il s'habille juste chez un magasin, il est tout en beige. Tout le long du film, il a son gros manteau oversize beige, comme pour avoir l'air un peu d'un rappeur, mais ça va pas du tout avec sa personnalité, tu sais. C'est vraiment un coup de cœur pour moi. J'ai vraiment aimé ce genre de film. Je suis pas certain que c'est une production en 24, mais en tout cas, du moins, ça a été racheté, puis c'est eux qui le distribuent. Je pense qu'ils l'ont acheté après Sundance ou quelque chose, en tout cas un festival où c'était démarqué, ou TIFF peut-être. Ouais, je pense que c'est au TIFF qui a joué l'an dernier, septembre 2024, c'est ça qu'ils ont acheté là. Fait que, ouais, sans trop en dire, c'est un peu ça. Comédie noire, fait que c'est pas du premier degré, on rit un peu du malheur, ça peut rappeler à du Stéphane Lafleur un peu d'une certaine façon. Je pense à Continental, un film sans fusil, là, la personne qui échappe le bébé, Réal Bossé, là, qui est tout coincé, qui allait s'acheter un drum puis qui écoutait du death metal. Il y a beaucoup justement d'écoutes de Slipknot genre dans le film, puis d'affaires comme ça, de gars en cage, pas qui est toxique, juste qui est comme t'as un peu de la pitié pour lui, mais finalement tu te dis je peux pas me tenir avec lui, c'est trop malaisant, tu sais, il est bizarre. Ouais, tu l'as bien dit. Voilà. Donc moi c'est une découverte pour Tim Robinson, justement, que je ne connaissais pas, mais j'aime bien son humour, ça me rejoint, fait que moi je trouve ça très très sympathique. Je trouve, justement, vous cherchez quelque chose qui détonne un peu. Un peu post-The Office aussi. Si vous aimez cet humour, The Office américain, là, je pense. Puis moi, je vais même remonter à la fin des années 90. Moi, 2 films qui m'avaient beaucoup marqué de Neil LaBute, c'était In the Company of Men and Your Friends and Neighbors. Je connais pas. 2 pépites à découvrir qui ont peut-être de plus grand punch que The Friendship, mais on est un peu dans cette zone-là de relations humaines, adultes, mais que les choses vont pas toujours bien se passer. Ouais, que des fois, les gens bizarres à l'adolescence n'arrivent pas à se replacer puis ils restent bizarres tout le temps, là, malheureusement. Allons ailleurs. Une comédie romantique, Jane Austen a gâché ma vie, de Laura Piani. C'est un film français, mais qui se déroule beaucoup en anglais. Donc, c'est parce que Agathe, elle travaille dans une librairie spécialisée en littérature anglo-saxonne, qui s'appelle... j'ai oublié de noter le nom de la librairie. Parce que Shakespeare & Co. Elle travaille à Paris, donc dans la... Oui. Ben oui, j'ai visité cette librairie qui est dans le film Before Sunset de Richard Linklater. Voilà, ton pèlerinage. Oui, tout à fait. Et sauf que elle est un peu son personnage, donc Agathe est spécialisée en Jane Austen, a fait ses études là-dedans, elle essaie d'écrire elle aussi cette fameuse romance britannique et autres, et elle va être acceptée quasiment par surprise parce que son collègue l'inscrit à une genre de formation en Angleterre où elle va se rendre pour prendre le temps de finir d'écrire son livre. Elle, c'est comme une éternelle célibataire. Ça fait des années qu'elle n'a pas eu de relation sexuelle. Elle n'arrive pas, elle n'a pas le temps de rencontrer. Elle n'achève pas ses projets, mais elle est très, très, très amie avec un de ses collègues, lui qui va l'inscrire au concours.
Puis juste avant de partir, il va l'embrasser, ce qui va un peu lui jouer dans la tête. Mais une fois arrivé là-bas, elle va rencontrer le fils de la maison où ils sont hébergés, qui est un descendant de cette fameuse Jane Austen, que là, ça va être un bel anglais, très intelligent. Ben, l'autre aussi est intelligent, il travaille dans la librairie, puis ils sont très érudits, tout le monde. Donc là, ça va venir la déstabiliser sur quoi faire, quoi choisir, ce qui rappelle un peu Pride and Prejudice, justement, et donc... pour le plus contemporain, le journal de Bridget Jones, ce genre de truc. C'est ça, comédie romantique très sympathique. Quel homme choisir? On n'est pas dans le burlesque un peu moins quand même que justement Bridget Jones, ces affaires-là. Mais pour Piani, elle le disait, la réalisatrice, c'est une lettre d'amour sur les films de Richard Curtis. Donc, on ajoute à ça Notting Hill, Love Actually, tout ce qu'il y a, Hugh Grant, finalement. Ouais. Exactement. Et c'est un peu inspiré de sa vraie vie, c'est-à-dire qu'elle, quand elle était jeune, elle a travaillé à la Shakespeare Co. Okay. Puis elle s'est liée d'amitié avec la nouvelle propriétaire à l'époque, qui était la fille du fondateur, un peu comme ça arrive dans le film et tout. Fait qu'après ça, elle n'a pas vécu tout le reste. Elle n'est pas une spécialiste de Jane Austen, mais elle a juste tout créé ça. Fait que c'est un film qui passe un peu plus sous le radar, j'ai l'impression, qui sort là le 23 mai, mais j'ai vraiment beaucoup aimé ça dans le genre que c'est. Et ça me rappelle que j'ai quand même très hâte à L'Entremetteuse, Materialist. J'aime ça, les comédies romantiques, quand elles sont plus pétillantes et un petit peu plus élaborées que le côté chick flick, mettons, des fois ce que les Américains font. Voilà. Veux-tu nous dire un petit mot aussi? Le dernier souffle de Costa Gavras prend l'affiche sur quelques écrans, ce qui est un genre de dialogue amical entre un docteur joué par Cadmerade et un écrivain qui lui-même se remet là, d'un cancer. En fait, il vient d'apprendre qu'il est atteint d'un cancer, oui. C'est ça. Qui est joué par Denis Podalides. Fait que c'est le Cadmerade, il est médecin, mais on sent qu'il accompagne beaucoup de gens aussi vers... c'est un médecin en soins palliatifs. C'est ça. Alors, fait que c'est un peu philosophique de discuter avec les patients, leur vision. Ils vont souvent raconter des cas, puis là, on va se transporter à ce cas-là, il y a 20 ans, puis le vivre un peu. Puis quand c'est contemporain... Podalides va mettre un sarrau pour faire semblant un peu d'être un intern puis l'accompagner. Ouais, c'est ça. En fait, le personnage de Podalides est un écrivain philosophe, donc il s'intéresse là, à la question de la mortalité, vu que lui-même est atteint d'un cancer, va se lier d'amitié avec ce médecin-là. Et ça a été inspiré vraiment de réelles conversations là, de leur alter ego, finalement, qui ont publié un livre qui s'appelle Le Dernier Souffle, que Costa Gavras a lu et a trouvé le sujet intéressant. Lui-même, quand même, il faut souligner qu'il est âgé de 92 ans, je pense. C'est ça, je voyais que ses grands faits d'armes étaient comme des années 80. Oui, 70-80. Ouais, fait que, non, c'est quand même un cinéaste qui a marqué son époque, qui était plus discret dans les dernières années, mais un film quand même intéressant qui s'adresse, on ne se cachera pas, quand même peut-être un public plus âgé, plus cinéphile, mais film bien écrit qui suscite... En questionnement peut-être sur justement la fin de vie. Oui. Puis tu sais, c'est un débat qui fait rage depuis plusieurs années. Surtout en Europe. Au Québec, nous, on a quand même la loi qui a été votée sur le droit à mourir, mais en France, il y a beaucoup de débats entourant ça. Fait que ça s'inscrit vraiment dans la ligne du temps. Réflexion intéressante, bien jouée, puis qui n'est pas lourd malgré le sujet. Là, c'est quand même traité de façon avec une certaine légèreté, avec une certaine luminosité. Fait que, moi, j'ai trouvé ça très, très intéressant. C'est ça. Il y a un peu aussi une critique du système social. Là. Une critique légère, c'est-à-dire du côté humain dans le système social. Oui, parce qu'évidemment, le Cadmerade est quand même très près de ses patients, une approche très, très humaine, très empathique envers ceux qui vont mourir. Quand on voit comme les réunions des médecins, justement, là, qui font comme leur topo à chaque jour pour telle personne, là, elle a commencé à arrêter de manger. Je pense que vous devriez faire venir son fils parce que ça va toujours mieux quand il vient la visiter. Puis, un peu Patch Adams aussi là-dedans, justement. C'est pas juste
la prescription puis la médecine, là, c'est aussi le soin puis Ouais. le soutien. Là. Ces gens-là sont vivants avant de mourir. Ouais, un drame intéressant à suivre. J'ai eu l'occasion, moi, de jaser avec Costa Gravas quand même lors de ma visite à Unifrance. Alors, l'entretien sera en ligne au courant de la semaine prochaine. J'avoue, je n'étais pas intimidé, mais... T'es-tu intimidé parce que t'as pas tant vu ces films, genre ça, ou... non, c'était plus... non, c'est plus la longévité de parler quand même à quelqu'un qui a une feuille de route assez impressionnante. Et ça m'émerveille de voir à cet âge-là, tu as encore la passion, le feu d'aller tourner des films. Moi, je trouve ça vraiment impressionnant. Fait que c'était comme peut-être une fébrilité plus qu'une nerve que d'être intimidé. Mais puis super sympathique. Et le monsieur, encore très vif d'esprit, très intéressant à jaser. Puis comme le dit, moi, tant que la santé, tant physique que mentale, il va continuer à faire des films. Il préparait déjà un prochain projet. Là, fait que, c'est cool. C'est une rencontre intéressante. Et je souligne la sortie du documentaire Billy de Laurence Côté-Collins, elle qui, en fiction, nous avait donné Bungalow il y a quelques années aussi, une comédie noire que j'avais adorée. Ici, beaucoup moins drôle. En fait, Laurence avait rencontré Billy dans le temps qu'il faisait des kinos à Montréal et tout. Mais Billy souffrait, je pense qu'il ne savait pas nécessairement à ce moment-là, de schizophrénie. Puis au plus grave de sa crise, ça a laissé 2 morts. Puis elle s'était fait agresser là-dedans. Et fait qu'elle a décidé d'aller à sa rencontre en prison puis essayer de dénouer tout ça en ajoutant à tout ça un montage très varié, très, très coloré avec des mises en images de dessins, en utilisant beaucoup de vidéos d'archives de Billy qui se filme lui-même ou des projets qu'ils ont fait. Elle a comme découvert qu'il y avait plein de cassettes de lui qui s'étaient filmées dans ses crises et tout ça. Là. Voilà, fait que c'est quelque chose de, comme on dit, très personnel, mais qu'en ressortant, il y a du social là-dedans, surtout aussi tout ce qui est par rapport les préjugés qu'on se fait par rapport à la schizophrénie et tout, mais que oui, il y a des vrais dangers à tout ça. Elle était encore très shakée par tout ça parce qu'elle était passée, tout le monde en parle, qui avait fait jaser beaucoup. Qui était tout de suite après les projections qu'il y avait eu au RIDM, ça se peut, ou au FNC, je me souviens plus, mais en tout cas, un festival cet automne à Montréal. Fait que c'est pas une sortie large dans les plus grandes salles de cinéma, mais il y a quelques projections un peu partout en province au fil des prochaines semaines où souvent Laurence va être sur place. Fait que vérifiez là, dans vos cinémas plus ouverts justement à la programmation internationale, peut-être s'ils ont le Costa Gavras, s'ils vont avoir le Billy prochainement ou au moins une projection. Fait que checkez ça prend l'affiche donc dans les prochaines semaines. Comme je rappelle, pas d'épisode la semaine prochaine, le 30 mai, je serai absent. Alors, quand on se reverra le 6 juin, on couvrira les sorties du 30 mai, dont Bring Her Back, Reviens-moi, des frères Philippou, leur deuxième long métrage après Talk to Me. Karate Kid Légende, qui repart la franchise avec le retour de Ralph Macchio et de Jackie Chan, qui vient mettre tous les univers, les différents films ensemble. Et dans les sorties du 6 juin, on a Le Complot phénicien qui sort en sortie limitée aux États-Unis, mais beaucoup plus large, justement, ça, le 6 juin, le prochain Wes Anderson. Et le premier spin-off de l'univers John Wick aussi, Ballerina, et sûrement 7 autres films. Fait que bientôt, on va retourner des épisodes de moins d'1 heure, mais là, on avait tellement à dire sur Deux femmes en or et sur Mission Impossible que juste ça, c'était un épisode en soi. Mais c'est des grosses sorties, les amis. Alors, en terminant, j'ai trouvé qui jouait à l'origine dans la pièce de théâtre, si jamais ça t'intéresse. Donc, c'était Isabelle Brouillette et Sophie Desmarais qui jouaient les Deux femmes en or. Ah, ben, on n'a pas posé la question, mais comme Sophie Desmarais a déjà fait 2 films avec Chloé, probablement qu'elle faisait partie, c'était un processus d'audition, là, ils n'ont pas juste donné les rôles, même à Laurence Leboeuf, tout le monde a passé en audition, fait que sûrement que Sophie était dans le processus, j'imagine. Mais comme elle mentionnait, c'était aussi beaucoup la chimie entre les deux. C'était pas juste voir qui est la meilleure pour jouer chacune, mais il faut que ça fonctionne. Et sont souvent des scènes ensemble pour divertir et faire avancer le récit.
Voilà. Alors, contactez-nous, balado@monciné.ca. C'est sûr qu'il n'y aura pas beaucoup de réponses la semaine prochaine, mais dès que je peux, je réponds à vos demandes et je me réjouirai de vos commentaires positifs. Suivez Magazine Mon Ciné sur Facebook et Instagram. Procurez-vous gratuitement le Magazine Mon Ciné. Le nouveau volume, édition, est en impression. Ouais. Alors, je pense que la semaine prochaine, ça va arriver dans les kiosques et dans les cinémas, donc, et disponible aussi en version numérique. Et consultez ton article sur ton entretien avec Costa Gavras qui va arriver dans les prochains jours. Et tout ça et bien plus sur le monciné.ca. Sur ce, on vous souhaite bon cinéma, bon popcorn et évitez de vous lier d'amitié avec un voisin qui porte du brun. Ça sauverait peut-être votre couple.